Le rapport d'information sur l'évaluation de l'adéquation entre l'offre et les besoins de formation professionnelle de nos collègues Jeannine Dubié et Pierre Morange en janvier 2014 établissait un certain nombre de constats et de recommandations que nous partageons. Je citerai 3 points critiques dans le dispositif français de formation qui me paraissent essentiels et qui, aujourd'hui, je crois, font consensus. Le premier constat est connu de tous. La formation en France ne va pas à ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont les personnes les plus diplômées qui bénéficient le plus de la formation professionnelle continue. Et à l'inverse, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de précarité, notamment les CDD, ont un accès très limité à la formation. Ainsi, les rapporteurs notaient que chez les actifs occupant un emploi, 66% des diplômés de niveau supérieur à Bac+2 ont suivi au moins une formation dans l'année 2012, contre 25% des personnes sans diplôme. Ce sont les cadres qui accèdent le plus à la formation, 68% en 2012, contre 37% des ouvriers. À taille d'entreprise équivalente, cadres et professions intermédiaires en bénéficient plus souvent que les employés et les ouvriers. Les rapporteurs expliquent cet écart par le fait que les formations rapporteraient plus, en termes de gains monétaires, aux salariés déjà bien formés et que les salariés les moins qualifiés ne savent pas aussi bien analyser leurs besoins et rencontrent plus d'obstacles matériels. Mais au-delà de ces considérations, il faut surtout souligner que la plupart des entreprises proposent moins de stages et de plus courte durée aux salariés les moins qualifiés. Dans une logique similaire, les rapporteurs notent que les demandeurs d'emploi accèdent encore difficilement à la formation. En 2011, seuls 566 000 demandeurs d'emploi étaient entrés en formation, un chiffre en baisse de 4,5% par rapport à 2010. Ces stagiaires avaient suivi 648 000 formations, soit 4% de moins que l'année précédente. En 2011, seuls 20% des demandeurs d'emploi avaient entamé une formation et seuls 12% des fonds de la formation professionnelle bénéficiaient aux demandeurs d'emploi. Même après la loi de mars 2014, le système de formation continue à reposer essentiellement sur une logique assurantielle. Il n'est donc plus tourné vers les demandeurs d'emploi, qui devrait pourtant être au cœur du dispositif. Dans son rapport de janvier 2013, la Cour des comptes déplorait même la détérioration du ciblage des dispositifs réservés aux demandeurs d'emploi depuis le début de la crise de 2008. Elle mettait en évidence que les dispositifs de reclassement, notamment le contrat de transition professionnelle, ne bénéficiaient pas aux moins qualifiés et que les bénéficiaires des contrats de professionnalisation étaient déjà diplômés. Enfin, j'attirerai particulièrement votre attention, Monsieur le Ministre, sur la question des quartiers prioritaires, pour rappeler que le taux de chômage dans les zones urbaines sensibles était de 45% pour les 15-24 ans en 2012, et que s'il est un public qui doit être prioritaire dans notre système de formation, ça doit bien être celui-là. Ma question sur ce point sera donc simple. Le constat d'une inéquité dans l'accès à la formation est partagé de tous, mais cette inéquité demeure. Adhérez-vous à l'objectif que les salariés précaires et les demandeurs d'emploi aient un taux d'accès à la formation meilleur que celui des salariés diplômés? Et si oui, quelles sont les actions que vous avez entreprises ou que vous comptez entreprendre pour aller dans ce sens? Le deuxième point que met en exergue le rapport est l'impératif de réformer la gouvernance et de coordonner au mieux les nombreux intervenants du système de formation. La formation professionnelle continue fait aujourd'hui intervenir l'État, ses opérateurs, les régions, les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires, autant d'acteurs qui participent à sa gestion ainsi qu'à son financement. Les conclusions du groupe multipartite animé par Pierre Ferracci en juillet 2008 établissaient déjà clairement un consensus sur la manière de coordonner ce réseau de formation en écrivant « La pertinence de l'échelon territorial régional et la légitimité des conseils régionaux pour l'entretenir ne font pas débat ». La proposition numéro 10 du rapport Dubié-Morange confirmait le consensus établi par le groupe multipartite en 2008 sur le rôle central que devait jouer la région dans le système de formation continue et proposait d'achever la décentralisation avec la mise en place d'un chef de fila clair pour cet échelon territorial. Dès lors, une question se pose. Comment rendre ce rôle de chef de fila effectif, d'une part en dotant la région de moyens suffisants, notamment au regard des publics dont la compétence lui a été transférée à l'occasion de la loi de mars 2014, les personnes en situation de handicap, les personnes sous main de justice et les Français établis hors de France, et d'autre part en renforçant le rôle de la région vis-à-vis des autres parties prenantes, notamment les organismes collecteurs
et les entreprises qui restent les principaux donneurs d'ordre au travers de leur plan de formation. Quels moyens concrets ont donc aujourd'hui les régions pour exercer ce rôle de chef de fila sur la formation continue? Le troisième point qui fait consensus dans la nécessaire réforme de la formation continue, c'est la formation tout au long de la vie. Cette idée est déjà largement partagée. La loi du 4 mai 2004 avait déjà mis en place un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Les conclusions du groupe multipartite de juillet 2008 proposaient également un droit différé à la formation pour ceux qui auraient quitté de façon précoce le système scolaire. Il reconnaissait ainsi aux sorties précoces du système éducatif un droit à la formation différée financé par l'État. En 2009 était créé un autre outil au service de la formation tout au long de la vie, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours. Et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a enfin institué le compte personnel de formation. Celui-ci est un premier pas intéressant puisque chacun en est doté dès son entrée dans le monde du travail et jusqu'à son départ à la retraite. De plus, il peut être utilisé sans accord de l'employeur si la formation n'a pas lieu pendant le temps de travail et si celle-ci est qualifiante. Et contrairement au droit individuel à la formation, chaque individu peut conserver son compte, quelle que soit sa situation, et peut l'utiliser librement. Il reste toutefois nettement insuffisant en termes de dotation horaire, puisque ce compte est crédité de 150 heures plafonnées, alors que la plupart des formations nécessitent entre 400 et 1200 heures. Cette dotation horaire doit donc être abondée par l'ensemble des partenaires, entreprises, branches, OPCA, collectivités, État, pour pouvoir fonctionner réellement. Comme l'écrivaient mes collègues élus régionaux en charge de la formation il y a tout juste un an, la formation tout au long de la vie peut être un élément majeur d'une grande ambition de transformation sociale, en donnant à chacune et à chacun les moyens d'avoir prise sur sa propre histoire, en luttant contre les inégalités et les exclusions, en retissant le lien entre les générations, en s'inscrivant dans la perspective d'un vrai partage du travail, en accompagnant la nécessaire transition écologique de notre économie. Les étapes que nous venons de voir, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en 2004 au compte personnel de la formation 10 ans plus tard, démontrent à la fois le consensus autour de cette notion et l'insuffisance des moyens accordés à ce droit pour qu'il soit vraiment effectif. La question qui se pose à ce stade est donc double. D'une part, quel bilan tirez-vous des outils déjà mis en place, notamment le Fonds paritaire de sécurisation des parcours et le droit individuel à la formation qui précédait le compte personnel de formation? Envisagez-vous d'accroître les moyens consacrés à ces outils, notamment par redéploiement des fonds collectés par les OPCA? Enfin, le droit différé à la formation pour les sorties précoces du système éducatif, tel qu'évoqué par le groupe multipartite de 2008, fait-il partie des réformes que vous envisagez pour rendre plus équitable notre système de formation continue? Pour conclure, je souhaiterais préciser que la loi de mars 2014 répondait en partie aux enjeux que je viens de rappeler. Et j'évoquerai tout à l'heure dans ma question les conditions de sa mise en œuvre. Mais il apparaît d'ores et déjà nécessaire d'aller plus loin pour répondre aux 3 enjeux principaux que j'évoquais. L'accès des moins diplômés et des plus précaires à la formation, les moyens réels donnés aux régions pour coordonner la gouvernance du système de formation et le renforcement des outils au service des citoyens pour pouvoir exercer réellement leur droit à la formation tout au long de la vie. Car au-delà des constats partagés, depuis maintenant plus de 10 ans, la réforme du système de formation reste difficile à mettre en œuvre. Cette réforme est pourtant cruciale pour réduire les inégalités dans notre pays, organiser les nécessaires transitions de notre économie, notamment les transitions écologiques, et bien entendu, lutter contre le chômage qui touche aujourd'hui 10% de la population active. Pouvez-vous donc nous préciser, Monsieur le Ministre, si vous comptez poursuivre et amplifier de manière plus ambitieuse la réforme de mars 2014? Je vous remercie. Merci.